Bonjour, je suis Aline Jalliet, je suis consultante Tomatis et spécialiste de la voix. Je viens vous parler aujourd'hui de la voix, de son rôle, de son utilisation et de sa complémentarité avec l'oreille dans le processus de développement de l'écoute que nous poursuivons. Nous allons d'abord voir ensemble que la voix est une composante essentielle de la méthode Tomatis. Avant tout, on pourrait définir la méthode Tomatis comme un outil d'autorégulation du système nerveux par l'action conjointe de la voix et de l'oreille et de leur effet l'une sur l'autre. Cette action conjointe est habituellement organisée en deux phases distinctes. Une première phase dite passive ou de perception, et puis une deuxième phase dite active ou de production. Pendant la première phase, dite passive, les sons vont avoir une action sur l'oreille depuis l'extérieur. Habituellement, on met en place cette première phase passive pendant la première session, voire pendant la deuxième. Et puis, dans un second temps, donc la phase active va être mise en place. Cette fois-ci, c'est plutôt la voix qui va avoir une action sur l'oreille depuis l'intérieur. Et donc, cette phase active va cette fois-ci être mise en place plutôt à partir de la deuxième, voire la troisième session d'écoute. Aujourd'hui, la phase de production vocale est mise en place grâce au Talks-Up à partir du niveau 2 et via le Forebrain dès le niveau 1. Mais avant d'entrer dans les détails pratiques, revenons un petit peu en arrière pour comprendre comment la voix s'est imposée comme un élément déterminant à l'intérieur de la genèse de la méthode Tomatis. Alfred Tomatis était le fils du grand chanteur lyrique Umberto Tomatis, qui était basse noble à l'Opéra de Paris. Vous pouvez donc imaginer combien il a été sensibilisé et très tôt à la musique et à la voix. Devenu médecin, ORL, phoniatre, il reçoit dans son cabinet les collègues chanteurs de son père qui subissent des perturbations vocales inexpliquées et inexplicables. Parallèlement, alors qu'il s'occupe des ouvriers des arsenaux de l'aéronautique dont il est chargé d'examiner les troubles auditifs, il se rend compte que ces ouvriers subissent également eux-mêmes des troubles vocaux. C'est ainsi qu'il corrèle l'oreille et la voix. Il découvre alors, en faisant des expériences sur les enregistrements de la voix du grand ténor italien Caruso, que si des troubles auditifs peuvent perturber une voix, en revanche, on peut rééduquer également une voix en modifiant l'écoute d'un sujet. Les trois lois dites Tomatis, qui fonderont le cadre conceptuel de sa démarche et de la méthode qui portera son nom, s'appuient donc bien sur un effet de synchronisation reliant l'oreille à la voix. Je vous cite ces trois lois, je vous les rappelle. La voix ne contient que ce que l'oreille peut percevoir. C'est bien sûr la loi vraiment la plus importante qui fonde le socle de la méthode Tomatis. Seconde loi, si l'on modifie l'audition, la voix est immédiatement et inconsciemment modifiée. Et enfin, troisième loi, la stimulation auditive entretenue pendant un temps déterminé modifie par un phénomène de rémanence la posture d'auto-écoute du sujet et par conséquent sa phonation. Cette troisième loi étant dite loi de rémanence. Plus largement, dans la méthode Tomatis, la voix, l'oreille et le corps vont constituer les trois pôles, les trois axes fondamentaux d'une boucle d'autocontrôle inconsciente et mécanique. Dès qu'on modifie un de ces trois pôles, les deux autres sont instantanément et inconsciemment modifiés. C'est ce qu'on appelle la boucle audiovocale. Plus tard, les réflexions et les recherches d'Alfred Tomatis le conduiront à s'intéresser à l'expérience auditive du fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère. Il mettra en avant, en valeur, le rôle fondamental de la voix de la mère dans la genèse de l'écoute humaine. On peut donc dire que la voix est l'un des deux axes fondamentaux de la méthode Tomatis dans son histoire comme dans sa méthodologie. En dehors de quelques exceptions que nous verrons plus tard, on peut dire que le processus de la méthode Tomatis n'est vraiment complet que si ces deux composantes sont mises en œuvre dans le parcours d'écoute des clients que nous accompagnons. Penchons-nous à présent sur les effets spécifiques de la boucle audiovocale à l'intérieur du parcours d'écoute Tomatis.
Avant tout, retenons le lien particulièrement étroit que noue la voix avec la transmission osseuse du son. Lorsque vous chantez ou que vous parlez, vous entendez votre voix d'abord de l'intérieur. Pourquoi? Parce que vos os transmettent le son de votre voix plus rapidement que l'air. C'est ce qui fait, on pourrait dire, la signature auditive de votre voix. Personne d'autre que vous n'entend votre voix comme vous la percevez. La voix est donc un instrument privilégié pour rentrer en contact avec la dimension vibratoire, résonantielle, sensorielle du son. Autrement dit, avec la conscience qu'on a du son dans son propre corps. On pourrait même dire avec le corps du son. C'est pourquoi le travail vocal est toujours indiqué, pour relier un adulte ou un enfant à son corps, au rythme, à son ancrage, on pourrait dire même à la réalité. En combinant l'oreille et la voix, on améliore l'écoute et la conscience de soi. Et puis, on obtient une meilleure régulation sur le plan nerveux, vocal, émotionnel, corporel, tout simplement parce qu'on change l'écoute qu'on a de soi. C'est la motivation de la personne qui va être stimulée, sa capacité à se mettre en mouvement ou en action dans sa propre vie et à entrer en relation avec les autres, tout simplement. Par exemple, un enfant qui renoue avec l'écoute osseuse de sa propre voix, eh bien, va commencer à associer au déchiffrage visuel des mots qu'il dit la perception de sa voix en interne, la perception de sa voix à l'intérieur de lui. Ce qui fait qu'il va gagner assez rapidement en fluidité, en compréhension et puis bien sûr en plaisir de lire. Je vous propose d'aborder la voix à présent à travers les deux phases dont je vous ai déjà parlé, la phase passive et la phase active. En fait, quand on y réfléchit bien, ces deux terminologies ne sont pas tout à fait adéquates. Vous comprenez à présent que dans la phase passive, l'oreille est largement active puisqu'elle peut à elle seule modifier la voix. Et dans la phase active, dite de production, eh bien, l'oreille continue à se laisser guider par les réglages qu'on lui propose, même si la voix, elle, est active. Autrement dit, le terme actif désigne essentiellement la démarche de la personne qui, elle, va être active dans sa voix, dans des moments qu'on lui propose spécifiques au cours de la session d'écoute. Dans la phase passive, on peut dire que le trajet se fait de l'oreille à la voix. On chante avec son oreille, comme disait Tomatis, comme on parle avec son oreille, c'est-à-dire qu'on autorégule de façon automatique sa production vocale à ce qu'on entend. Ainsi, en modifiant son écoute, on modifie la puissance, la fluidité, la résonance de la voix, mais aussi le choix des mots, et puis pourquoi pas le débit aussi de la parole. Ainsi, en régulant son écoute pendant les phases dites passives, on régule sa voix sans avoir besoin de l'exercer. C'est ce qu'Alfred Tomatis appelait la posture d'écoute. Et la posture d'écoute, vous allez voir que c'est bien autre chose que simplement une position corporelle qui améliore la voix. En fait, la posture d'écoute, c'est quoi? C'est lorsque dans cette première phase, y compris passive, eh bien, on assiste à un reconditionnement global du corps, de la voix, du cerveau en quelque sorte, qui conduit à une modification, à un changement de la posture d'auto-écoute du sujet et donc à un changement de la voix. C'est ce qui fait que certains de vos clients vous disent peut-être qu'ils ont l'impression que leur voix a changé, ou en tout cas que l'écoute qu'ils ont d'eux-mêmes et de leur voix a changé, quand bien même ils n'ont pas réalisé encore de travail de production vocale active. En fait, la régulation de l'écoute osseuse permet aux circuits audio-vocaux de mieux fonctionner. La voix émet, produit plus d'harmonique, elle contient plus d'énergie, et puis elle se fait mieux entendre parce que tout simplement elle est émise avec beaucoup plus de fluidité, de facilité et sans fatigue. Passons à présent à la phase active proprement dite, celle qu'on va mettre en œuvre généralement après la première ou la deuxième session d'écoute. Elle va être réalisée avec le tox-up couplé au micro-voix et on peut dire cette fois-ci qu'elle s'appuie sur un trajet qui va de la voix à l'oreille.
comme on a utilisé la musique dans la première phase, la phase passive, eh bien cette fois-ci, on va s'appuyer sur la voix pour réguler l'écoute par stimulation de la boucle audio-vocale. Attention, la phase active n'est pas faite que d'exercices vocaux. Elle alterne selon un rythme qui est décidé au préalable par le professionnel Tomatis, des séquences d'écoute pure, comme dans la première phase passive, et puis 1 à 2 séquences d'exercices vocaux par jour. Quels sont les effets que l'on peut attendre de cette phase active? Eh bien, en couplant la voix à des réglages spécifiques au niveau du retour auditif, on va stimuler l'attention et la concentration. On va développer la conscience de soi, comme on disait tout à l'heure, et de son enveloppe corporelle, de sa respiration. Et puis on va faciliter, bien sûr, l'interaction avec les autres dans la confiance des sons que l'on émet. C'est également le bon moment pour travailler sur la latéralité et sur l'ouverture de sélectivité. Améliorer le retour de sa propre voix, eh bien, va nous permettre d'identifier les sons avec plus de précision. Et puis également de s'approprier ses perceptions sans être envahi par les émotions. Pour majorer l'effet de la conduction osseuse de perception et de production, eh bien, on va inviter les personnes à adopter une posture corporelle spécifique pendant les exercices vocaux. Cette posture va à la fois aider les muscles de l'oreille moyenne à se positionner de façon optimale et va favoriser la conduction osseuse, donc la perception de sa propre voix en interne. Mais patience, je reviendrai sur les détails de cette posture d'écoute un petit peu plus tard. Avant tout, parlons concrètement. Comment introduire la voix à l'intérieur des sessions d'écoute Tomatis? 2 situations se présentent. Vous êtes de niveau 1. Dans ce cas, la phase active va être réalisée avec le forebrain. Entre chaque session d'écoute, vous allez proposer à votre client de pratiquer le forebrain à peu près 10 à 20 minutes par jour. Et puis après la deuxième session d'écoute, vous pourrez à ce moment-là intégrer une séquence de forebrain à l'intérieur de chaque séquence d'écoute quotidienne. Vous êtes de niveau 2 et suivant. Dans ce cas, la phase active est plutôt réalisée avec le tox-up couplé au micro-voix, à l'intérieur même de la session d'écoute. Généralement, vous allez mettre en place ces séquences à partir de la 2e ou de la 3e session d'écoute. Vous allez proposer 20 à 30 minutes d'exercices vocaux par jour et plutôt à la fin de la séquence d'écoute quotidienne. Alors, soit vous faites précéder la séquence de voix de 3 séquences d'écoute de 20 minutes chacune, soit vous décidez de garder les 4 séquences d'écoute de 20 minutes et puis vous ajoutez la séquence de voix de 20 à 30 minutes à la fin. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu lourd cette deuxième option. Dans ces cas-là, ça dépend vraiment des cas, voilà, de la personne que vous accompagnez. Et dans ce deuxième cas, vous pouvez aussi conseiller à la personne de séparer en 2 les séquences d'écoute. Elle fait par exemple 40 minutes à un moment donné de la journée, et puis à un autre moment de la journée, elle va faire 40 minutes d'écoute, plus la séquence de voix. Dans ce deuxième cas, eh bien, vous allez à l'intérieur de votre tox-up faire 2 programmes. Le premier programme concernera les séquences d'écoute proprement dites, et le deuxième programme concernera les séquences de voix. Et vous montrerez à votre client comment passer du premier programme au deuxième programme. Vous pouvez également, bien sûr, utiliser le forebrain comme appareil d'entraînement entre chaque session, on va dire 10 à 20 minutes par jour. Alors, une question importante, quelle est la différence entre le forebrain et le tox-up? Le forebrain est un casque à conduction osseuse qui va entraîner la personne à l'auto-écoute. Un filtre dynamique va accentuer les contrastes de la voix pour réveiller l'attention et augmenter la perception des aigus. Si vous avez déjà essayé le forebrain, vous êtes peut-être rendu compte que vous entendiez davantage les sifflantes, les s, ch, f, et qu'en même temps, vous entendiez votre voix un petit peu plus grave. En fait, le forebrain vous aide à percevoir votre voix de l'intérieur et donc à vous recentrer sur ce que vous dites à haute voix.
Le Tox-Up, quant à lui, va intégrer la conduction aérienne à la conduction osseuse. Il permet de faire varier les réglages de façon extrêmement fine en fonction des besoins de votre client et puis bien sûr des objectifs que vous poursuivez avec lui. Par exemple, le retard et la précession, les réglages linguistiques, les filtres, la latéralisation. Le mécanisme de bascule électronique propre à la méthode Tomatis va quant à lui être accentué, à la fois grâce au réglage du retard et de la précession, et puis grâce au fond musical qui va déclencher plus de mouvements dans l'oreille que la simple voix. Les séances actives avec le Tox-Up permettent de bénéficier de supports pédagogiques que vous pourrez sélectionner à l'intérieur du programme manager. Des jeux vocaux, des comptines à répéter, des chants grégoriens également à répéter, et puis des séquences de répétition en anglais par exemple. Donc on pourrait dire qu'entre le Forebrain et le Tox-Up, on passe d'un outil d'entraînement à un véritable appareil de rééducation de la boucle audio-vocale. À qui et pourquoi allez-vous proposer ce travail actif? Eh bien, je dirais que c'est au professionnel Tomatis déjà de décider si l'adulte ou l'enfant est prêt à démarrer un travail de production vocale. Le travail d'écoute a-t-il déjà produit des premiers effets d'apaisement et d'ouverture? La personne manifeste-t-elle déjà une envie d'entrer en communication avec son environnement? Pensez-vous qu'elle soit prête à entendre sa voix sans en être affectée sur le plan psychologique ou émotionnel? Si vous n'êtes pas sûr de vous, ne prenez pas le risque de déstabiliser une personne qui serait sensible ou trop sensible en introduisant trop tôt un travail vocal qui serait inapproprié. Souvenez-vous, passif ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Donc vous pouvez tout à fait continuer le travail d'écoute que vous faisiez auparavant. De la même façon, ne donnez jamais des exercices de répétition à votre client que vous n'ayez vous-même écouté ou pratiqué. S'il vous pose des questions, eh bien, il va falloir que vous sachiez quoi lui répondre. À présent, je vais lister les différents publics auxquels vous pouvez proposer ce travail d'active et puis préciser peut-être les objectifs que vous pouvez poursuivre à travers ces phases de production vocale. D'abord, occupons-nous des enfants. Quels sont les objectifs que vous pouvez poursuivre à travers ces séances vocales? Difficultés de lecture et retard de langage, dérèglements émotionnels, troubles comportementaux ou manque d'attention et de concentration. À présent, les adultes. Manque d'écoute de soi et de confiance en soi, stress, difficultés d'attention, manque de concentration, problèmes de placement de voix ou d'élocution, besoin d'ancrage corporel, difficultés rythmiques. À présent, abordons ce qu'on va appeler les publics spécifiques. Les jeunes enfants ou les enfants atypiques, les personnes âgées ayant des problèmes d'audition, les étudiants en apprentissage linguistique et puis bien sûr évidemment les professionnels de la voix et de la parole comme les comédiens et les acteurs. Alors vous voyez que là j'ai ciblé des objectifs un peu spécifiques. Mais vous pouvez tout à fait proposer un travail de production vocale à vos clients en fonction des besoins que vous identifiez. Attention, on évitera l'utilisation du Forebrain pour toutes les personnes qui sont épileptiques, qui ont des vertiges ou qui ont des acouphènes importants. Et de façon générale, les problématiques un petit peu lourdes du type vertige, acouphènes, bégaiement devront toujours être accompagnés par des professionnels expérimentés. Je pense aussi, pour ma part, en lien avec des expériences que j'avais faites, aux personnes qui ont des greffes en titane, pour lesquelles l'usage du Forebrain n'est pas non plus indiqué. Alors, quels sont les exercices que vous pouvez proposer? Bien sûr, les exercices que vous proposerez seront toujours fonction de l'âge, du degré d'autonomie et de la problématique des personnes que vous accompagnez. On va redire à nouveau que c'est aux professionnels de décider en dernier recours s'il est judicieux ou non de proposer des exercices de production vocale. Et très souvent, c'est au cas par cas que la décision va se prendre.
Principalement et le plus souvent, on va proposer des exercices de lecture à voix haute à partir de textes libres ou de poèmes. Alors moi personnellement, j'apprécie particulièrement les poèmes parce que je trouve que c'est une structure littéraire qui est particulièrement appropriée aux exercices d'écoute. Par sa structure mélodique et rythmique. Et puis que les poèmes, bien souvent, aident par exemple les personnes arythmiques à retrouver des repères au niveau de leur respiration et à gagner en calme et en régularité. Enfin, vous pourrez proposer à des chanteurs plus expérimentés des séquences de chant libre avec micro ouvert, mais cette fois-ci sans musique de fond. Pour les enfants jeunes ou les enfants atypiques, on peut prévoir de la même façon des séquences d'interaction libre avec micro ouvert. Pour les niveaux 1, il peut être délicat d'utiliser le forebrain pour ce type de public particulièrement sensible et qui peut ne pas supporter le port de l'appareil, voire peut-être l'abîmer. Et puis attention, le retour osseux qui va renforcer la perception de sa propre voix en interne peut être difficilement supportable pour un public particulièrement sensible. Alors, si vous accompagnez des personnes qui s'engagent dans un travail d'intégration linguistique, vous pouvez aller jusqu'à proposer 2 séquences de répétition par jour, de répétition linguistique par jour, en alternance avec des phases d'écoute simplement, à la fois pour renforcer cette phase de production linguistique et puis bien sûr entraîner des automatismes. Vous pouvez utiliser le Talks-Up ou le forebrain à l'intérieur de votre structure ou de votre cabinet pour proposer des exercices vocaux aux adultes ou aux enfants en face à face. Alors dans ce cas-là, soit vous pouvez utiliser les exercices que nous vous proposons à l'intérieur du programme manager, comme par exemple les jeux vocaux ou les comptines à répéter ou les chants grégoriens à répéter, mais vous pouvez aussi utiliser le forebrain ou le Talks-Up avec vos propres exercices. Et à ce moment-là, vous allez bénéficier des réglages et de l'effet de ces réglages sur la production vocale de votre client. Alors, dans les exercices que vous pouvez inventer, eh bien, vous pouvez faire des vocalises, du chant en face à face. Vous pouvez imaginer des histoires à inventer avec les enfants. Vous pouvez proposer, par exemple, des phrases à répéter ou des phrases à articuler. En tout cas, autorisez-vous vraiment à inventer les exercices de votre choix avec les outils Tomatis. Enfin, quelle posture corporelle d'écoute adopter? Alors je répondrai de 2 façons. Il y a l'idéal et puis il y a ce que vous allez adopter, adapter à votre client. Pour l'idéal, eh bien, c'est la posture corporelle que vous voyez sur le site de forebrain et que nous allons ici reproduire à nouveau. Première étape, s'asseoir plutôt à l'avant de la chaise, les pieds bien à plat sur le sol. Vous demandez à la personne d'allonger la colonne vertébrale comme si elle était suspendue par un fil de marionnette au-dessus de sa tête. Le dos est droit, la colonne cervicale légèrement étirée et le menton légèrement plus bas que d'habitude. Le ventre est détendu et laisse le mouvement de va-et-vient respiratoire se faire tranquillement. Les lèvres sont maintenues vers l'avant, comme si on embrassait le micro et comme si les commissures des lèvres n'étaient jamais tirées en arrière. Donc cela veut dire que en parlant, en lisant, on ne doit pas articuler ni sourire. On doit maintenir une espèce de petite moue boudeuse, comme si, par rapport par exemple au forebrain, on allait embrasser le micro. Pour les enfants, bien sûr, les consignes vont être simplifiées. Tu t'assieds à l'avant de ta chaise, les pieds bien à plat sur le sol. Et à ce moment-là, vous pouvez dire à l'enfant que les pieds sont les racines de l'arbre. Tu te grandis comme si tu avais 2 ans de plus, tout en restant bien assis. Et on peut rajouter, avec un arrosoir, qu'on va arroser l'enfant pour l'aider à grandir. Alors, la plupart du temps, l'enfant lâche assez vite la posture. On le reprend, mais pas systématiquement. Et surtout, si on voit qu'il a du mal à garder la posture, eh bien, on va l'inviter à faire davantage de pauses. En fonction de ce qui vous semble juste, vous pouvez aussi alterner des postures assises et debout.
Les enfants, par exemple, peuvent être invités à bouger sur des exercices improvisés. Les personnes qui récitent des textes par cœur, comme les comédiens ou les acteurs, peuvent bien sûr marcher. Et puis, on peut proposer aux personnes qui font du chant, de la répétition chantée, de se mettre debout. Surtout, n'oubliez pas, une séquence de production vocale qui durerait 20 minutes ne veut pas dire que l'on fait de la voix pendant 20 minutes, mais qu'on va alterner des séquences de voix, donc de lecture, de chant par exemple, avec des moments de pause. Qu'est-ce que veut dire pause? Eh bien, on va arrêter de lire ou de chanter, on va garder le casque sur les oreilles, mais on va relâcher la posture pour se reposer quelques instants avant de reprendre. Un dernier petit conseil. Ne laissez pas repartir chez lui un client qui doit réaliser une séance active sans lui avoir proposé de tester une séquence devant vous. Vous savez bien, il y a ce que vous dites et ce qui est entendu. Et souvent, cela n'a pas grand-chose à voir. Cela vous permettra de vérifier que la posture a été bien comprise, de peut-être rectifier une respiration qui est un peu entravée ou bien, de ralentir un débit un peu trop rapide. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite bon travail avec ce merveilleux outil de transformation qu'est la méthode Tomatis.